Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Comme vous l'avez sans doute remarqué, la ligne de cette chaîne, qui ne s'appelle pas Vers la République sociale par hasard, c'est l'union du drapeau rouge et du drapeau tricolore. Une ligne par conséquent communiste, républicaine et souverainiste. Une ligne fondée sur la lutte des classes et la défense de l'indépendance nationale. Or, il ne faut pas oublier la chose suivante, que l'on le veuille ou non, l'idée de socialisme et de communisme est d'ordinaire associée à la gauche. Pourtant, si l'on prend bien en compte la majorité de ce qui constitue la gauche actuelle, celle-ci semble largement rejeter l'idée de nation et avec elle l'idée d'indépendance nationale. Or, malheureusement, nous avons majoritairement affaire à une gauche qui associe le patriotisme, soit l'attachement naturel du prolétariat et de ses propres concitoyens à la nation, comme étant en soi une idée de droite, une idée nationaliste, conservatrice et réactionnaire, voire fasciste ou nazie. Ce qui n'est pas politiquement très constructif, vous vous en doutez. Cette gauche-là va jusqu'à qualifier des communistes attachés à la nation de rouge-brun. Pour vous donner un cas assez personnel, cette gauche même, de par ses différents pans, a pu me qualifier à la fois de stalinien, de social-démocrate, de nationaliste et d'individu d'extrême droite. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes un communiste cohérent, que vous n'êtes ni un eurocommuniste, ni un mélenchoniste, ni un anarchiste, ni un trotskiste, ni quoi que ce soit de la sorte, lorsque vous avez une vision communiste cohérente, vous êtes associé à une sorte d'horrible dictateur stalinien amateur de goulag, de parti unique et de vodka. Et cela, quand bien même vous êtes un démocrate attaché au pluralisme politique, et que vous ne buvez pas une seule goutte d'alcool, ce qui est le cas de votre serviteur. Ouais, je bois pas d'alcool. Je précise. Jamais. On se fait aussi traiter de social-démocrate par certains lorsqu'on ne se dit pas révolutionnaire en cassant des abribus, lorsqu'on ne refuse pas par principe les élections et lorsqu'on se refuse de dire, tel un idiot de gauchiste, que la République serait, entre guillemets, bourgeoise. Et ce, quand bien même l'on est partisan de la collectivisation des moyens de production et d'échange. On se fait traiter de social-démocrate. Pour cette gauche-là, on est également un vil nationaliste dès lors que l'on défend l'idée d'indépendance nationale, c'est-à-dire concrètement, dès lors qu'on se prononce en faveur du Frexit, de la sortie de l'UE, de l'euro, et en faveur du retour au franc. Dès lors que l'on est un partisan sincère du protectionnisme, soit de la mise en place de tarifs douaniers aux frontières et de la protection de l'économie nationale, on est considéré par ces gens-là comme nationaliste et donc comme de droite. Idem, on est considéré comme un individu d'extrême droite dès lors que l'on s'oppose autant au cléricalisme islamique. Idem, on est considéré comme un individu d'extrême droite dès lors que l'on s'oppose autant au cléricalisme islamique qu'au cléricalisme chrétien, ou dès lors que l'on n'est ni un woke aux cheveux bleus, ni une sorte de junkie anarchiste cumulant les piercings sur la tronche. Ou dès lors que l'on n'est ni un woke aux cheveux bleus, ni une sorte de junkie anarchiste cumulant les piercings sur la tronche. Or, comme le disait le camarade Lénine, les faits sont têtus. Quels sont les faits ? Ils sont que cette gauche-là, se réclamant pourtant de la défense des travailleurs, des services publics et des acquis sociaux de la classe ouvrière, se coupe profondément de ces mêmes classes populaires qu'elle prétend pourtant défendre. Les faits sont têtus, car l'on ne peut concevoir la lutte des classes, la défense des classes populaires, sans l'indépendance nationale. Si l'on conçoit avec le camarade Lénine la thèse de l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, cela renvoie nécessairement à la question nationale, dont le que faire s'appelle nation. Si l'on conçoit avec le camarade Lénine la thèse de l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, cela renvoie nécessairement à la question nationale, dont le que faire s'appelle tout simplement nation.
Lorsque vous êtes face à l'impérialisme, à la mondialisation, au libre-échange et à la destruction pièce par pièce de la souveraineté des nations au profit d'un capitalisme transnational, lorsque vous êtes face à l'impérialisme, à la mondialisation, au libre-échange et à la destruction pièce par pièce de la souveraineté des nations au profit d'un capitalisme transnational, vous comprenez qu'une gauche antinationale sera dans la pratique tout bonnement aussi incapable de défendre les classes populaires qu'une gauche anti-étatiste. Une gauche qui se plie à l'UE, à l'euro ou à l'OTAN ne défendra jamais les travailleurs. Rappelons que l'euro est par définition le renoncement à la souveraineté monétaire des États et donc à l'intervention des dits États dans l'économie. Disons-le tout de suite, la gauche europhile, mis à part un pseudo-internationalisme qui n'en est pas un, n'a qu'un seul argument en faveur de l'euro. Disons-le tout de suite, la gauche europhile, mis à part un pseudo-internationalisme qui n'en est pas un, n'a qu'un seul argument en faveur de l'euro, celui de la peur d'une inflation et d'une dévaluation monétaire qui induirait l'augmentation des prix. Sauf que l'inflation n'est pas nécessairement une mauvaise chose et peut même être potentiellement un facteur positif de dynamisme économique et d'amélioration du niveau de vie de la population. En effet, l'inflation ne signifie pas en soi l'augmentation des prix, mais l'augmentation de la masse monétaire en circulation. Or, avec une politique interventionniste en faveur de l'emploi et de la relance par la consommation, l'inflation signifie aussi l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat pour la population au lieu de la misère généralisée, du chômage de masse et des services publics dégradés qui sont le seul avenir possible que les européistes, entre guillemets de gauche, sont en mesure de... sont la seule chose que les européistes qui sont le seul avenir possible que les européistes de gauche sont en mesure de promettre aux classes populaires. Or, avec une politique interventionniste en faveur de l'emploi et de la relance par la consommation, l'inflation signifie aussi l'augmentation des salaires et du pouvoir d'achat pour la population au lieu de la misère généralisée, du chômage de masse et des services publics et de services publics dégradés qui sont le seul avenir possible que les européistes de gauche sont en mesure de promettre aux classes populaires. Rappelons que l'UE est une union douanière, une zone de libre-échange entre différents pays européens qui favorise la libre concurrence entre les travailleurs, qui favorise le libéralisme par des politiques de libre-échange, ce qui amène entre autres choses à la délocalisation de l'économie nationale et à la désindustrialisation de la France, sans compter la ruine de nos agriculteurs ainsi que la destruction pièce par pièce de nos services publics. L'adhésion au libre-échange européen et à l'euro comme l'adhésion au libre-échange européen et à l'euro comme monnaie supranationale, avec tous les effets économiques et sociaux que cela induit pour les classes populaires, sont autant de preuves que la entre guillemets gauche europhile, non seulement n'est pas marxiste, mais encore qu'à défaut, elle n'est pas keynésienne non plus. L'adhésion au libre-échange européen et à l'euro comme monnaie supranationale, avec tous les effets économiques et sociaux que cela induit pour les classes populaires, sont autant de preuves que la entre guillemets gauche europhile, non seulement n'est pas marxiste, mais encore qu'à défaut, elle n'est pas keynésienne non plus. Rappelons aussi que l'OTAN est une alliance militaire au service de l'impérialisme américain. Ce qui n'en fait pas vraiment l'institution la plus socialisante qui soit. L'OTAN étant fondamentalement une alliance anticommuniste créée par les États-Unis contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Une alliance militaire qui aujourd'hui, en l'absence de l'URSS, demeure une alliance alimentant les velléités anti-russes les plus réactionnaires des États-Unis et de leurs vassaux. Or, si l'URSS n'est plus, l'impérialisme américain et l'ultralibéralisme à l'américaine demeurent. Or, si l'URSS n'est plus, l'impérialisme américain et l'ultralibéralisme à l'américaine demeurent.
Et aucun communiste ou socialiste sérieux ne peut envisager de façon réaliste de réformer l'OTAN en une OTAN rouge, de la façon dont les sociotraîtres eurocommunistes, on met des guillemets eurocommunistes, ils n'ont pas grand-chose de communiste, dont la façon dont les sociotraîtres eurocommunistes envisagent de réformer l'UE en une soi-disant Europe sociale, entre guillemets. Et aucun communiste ou socialiste sérieux ne peut, de façon réaliste, envisager de réformer l'OTAN en une OTAN rouge, de la façon dont les sociotraîtres eurocommunistes envisagent de réformer l'UE en une soi-disant Europe sociale. Par conséquent, il y a incohérence entre une gauche qui prétend défendre les travailleurs et une gauche qui crache sur la France et sur la souveraineté nationale. Une gauche qui crache sur l'indépendance nationale ne pourra jamais défendre les acquis sociaux de la classe ouvrière. Pourtant, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a 6 figures emblématiques que l'on ne saurait accuser de nihilisme sur la question nationale. Pourtant, malgré les trahisons de la gauche actuelle, désolé, je vois qu'il y a encore des petites erreurs dans le texte. Pourtant, malgré les trahisons de la gauche actuelle dans l'histoire, dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a 6 figures emblématiques que l'on ne saurait accuser de nihilisme sur la question nationale. Parmi eux, vous avez Jean Jaurès, James Connolly, Ho Chi Minh, Che Guevara, Fidel Castro et Thomas Sankara. Commençons donc avec Jean Jaurès. Le camarade Jaurès, que beaucoup croient à tort comme un gentil social-démocrate humaniste, ne saurait être réduit à cela. En effet, Jaurès n'est pas un simple social-démocrate. Il n'est pas pour un capitalisme à visage humain. Jaurès est en réalité un marxiste républicain, un partisan d'un socialisme collectiviste. Ce faisant, il pense la nation selon une approche jacobine propre au républicanisme français. En tant que républicain français, il a sa propre conception du marxisme. Cette conception ne peut nier la nation. La nation, chez Jaurès, c'est la République. Et la République est en germe la République sociale. La République, c'est le cadre institutionnel de l'égalité en droit, de la démocratie, du suffrage universel, de la laïcité et de l'école publique, contre le cléricalisme, la tyrannie et les puissances d'argent. Il est question chez Jaurès d'un patriotisme républicain et d'un patriotisme social, la République étant le cadre de la souveraineté populaire et de la justice sociale. Chez Jaurès, qui est jacobin, il est évident que l'indépendance nationale va de soi, et avec elle, la souveraineté populaire. La démocratie. Soit la démocratie. En clair, pour Jaurès, le socialisme, c'est la République jusqu'au bout, avec un maximum de démocratie. Pour Jaurès, sans la République, le socialisme est impuissant, mais sans le socialisme, la République est vide. Pour Jaurès également, il est question de la République sociale, et Jaurès a un fameux discours intitulé « Pour un socialisme douanier ». Dans ce discours, Jaurès défend le protectionnisme. Il ne le défend pas seulement comme un moyen de lutter contre les problèmes liés au libre-échange, mais dans sa conception évolutionnaire-révolutionnaire, il y voit un levier utile à la collectivisation des moyens de production, un moyen d'établir dans un premier temps un monopole public sur le commerce du grain et à terme de collectiviser une plus ample partie de l'économie. Qui plus est, vous ne pouvez pas concevoir la nationalisation si vous ne concevez pas la nation. Et si Jaurès considère la nationalisation comme une des formes nécessaires à la collectivisation, il envisage différentes formes de propriété collective.
à savoir la nationalisation, mais aussi la propriété coopérative, communale et syndicale. Jaurès envisage la collectivisation sous différentes formes, mais encore fallait-il qu'il y ait nation et république pour défendre les diverses formes de commun nécessaires à l'émergence de la société communiste. Si nous devions évoquer le rapport de Jaurès à la nation, il est évident qu'on ne pourrait lui reprocher ni chauvinisme ni cosmopolitisme. Jaurès, ne manquant ni de patriotisme ni d'internationalisme, concevait la question nationale avec une remarquable finesse, qui lui faisait dire « Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie. Beaucoup y ramènent. Un peu de patriotisme éloigne de l'international. Beaucoup y ramènent. » Passons maintenant à James Connolly. James Connolly était tout à la fois un républicain, un socialiste, un marxiste et un syndicaliste, un patriote, un marxiste, un syndicaliste, un patriote et un indépendantiste irlandais. James Connolly était tout à la fois un républicain, un socialiste, un marxiste, un syndicaliste, un patriote et un indépendantiste irlandais. James Connolly défendait l'indépendance de l'Irlande face à l'impérialisme britannique. James Connolly défendait l'indépendance de l'Irlande face à l'impérialisme britannique. Le rêve de James Connolly, c'est de faire de l'Irlande une république des travailleurs, une république socialiste. Si James Connolly peut accepter de s'allier avec des indépendantistes qui ne sont pas socialistes ou communistes pour défendre l'indépendance nationale contre l'impérialisme britannique, il n'en dénonce pas moins les limites, voire l'hypocrisie et la mauvaise foi de ces mêmes indépendantistes. Or, leur faisant savoir que sans la socialisation des moyens de production, cette indépendance ne saurait être que formelle et incomplète. Ainsi, en 1867, il dit dans un de ses discours intitulé « Socialisme et nationalisme », je cite, « Si dès demain, vous chassez l'armée anglaise et hissez le drapeau vert sur le château de Dublin, vos efforts s'avéreront vains si vous n'édifiez pas la République socialiste. L'Angleterre continuera de vous dominer. Elle vous dominera par l'intermédiaire de ses capitalistes, de ses propriétaires, de ses financiers, de toutes les institutions commerciales et individuelles qu'elle a implantées dans ce pays. » Parlons maintenant du camarade Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, de son vrai nom Nguyen Sinh Cung, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, figure emblématique du socialisme et l'indépendance vietnamienne, a été profondément marqué par son instruction française. Ho Chi Minh est issu d'une famille de protectés. Ho Chi Minh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ho Chi Minh est issu d'une famille de lettrés fonctionnaires de l'ANAM. Ho Chi Minh est issu d'une famille de lettrés fonctionnaires de l'ANAM. L'ANAM étant de base un protectorat français issu de l'Empire d'Annam, ancien Vietnam. L'ANAM étant de base un protectorat français issu de l'Empire d'Annam, ancien Vietnam, puis un territoire annexé par la France au sein de l'ensemble territorial, puis un territoire annexé par la France au sein de l'ensemble territorial nommé Indochine. Issu de cette élite de mandarins, il a eu l'opportunité de recevoir une instruction française et de vivre un temps en France où il devient membre de la SFIO puis du PCF avant de fonder le Parti communiste vietnamien. Où il devient membre de la SFIO puis du PCF avant de fonder le Parti communiste vietnamien. Imprégné des valeurs républicaines françaises, il a grandi dans un univers où l'universalisme républicain, l'égalité en droit, la souveraineté nationale et la démocratie étaient, en théorie du moins, imprégné de valeurs républicaines françaises, il a grandi dans un univers où l'universalisme républicain, l'égalité en droit, la souveraineté nationale et la démocratie étaient, du moins en droit,
Pardon. Je recommence. Imprégné des valeurs républicaines françaises, il a grandi dans un univers où l'universalisme républicain, l'égalité en droit, la souveraineté nationale et la démocratie étaient, du moins en théorie, des valeurs fondamentales. Cependant, Ho Chi Minh a rapidement pris conscience des incohérences de la Troisième République française. Un capitalisme qui s'oppose aux aspirations égalitaires et un colonialisme qui nie la souveraineté des peuples colonisés. Cependant, Ho Chi Minh a rapidement pris conscience des incohérences de la Troisième République française, un capitalisme qui s'oppose aux aspirations égalitaires et un colonialisme qui nie la souveraineté des peuples colonisés. Devant ces contradictions flagrantes, il était pour lui évident qu'émancipation populaire et indépendance nationale étaient deux notions inséparables. Pour Ho Chi Minh, la libération du Vietnam et la lutte pour le socialisme sont indissociables. Pour Ho Chi Minh, la libération du Vietnam et la lutte pour le socialisme sont indissociables. Son engagement communiste découle tant des valeurs républicaines françaises que du marxisme et du patriotisme populaire vietnamien. Son engagement communiste découle donc tant des valeurs républicaines françaises que du marxisme et du patriotisme populaire vietnamien. Venons-en maintenant à Che Guevara et Fidel Castro. Argentin de naissance et formé en médecine, Che Guevara était un communiste convaincu depuis à minima l'âge de 23 ans. Son parcours, marqué par ses voyages ou sa rencontre avec la misère des différents. Son parcours est marqué par ses voyages et sa rencontre avec la misère des différents peuples d'Amérique latine. Ce qui l'a conduit au marxisme. Son parcours, marqué par ses voyages et sa rencontre avec la misère des différents peuples d'Amérique latine, l'a conduit au marxisme. Son parcours, marqué par ses voyages et sa rencontre avec la misère des différents peuples d'Amérique latine, l'a conduit au marxisme. Fidel Castro, quant à lui, est cubain. Il a fait des études de droit et a d'abord été nationaliste avant de se tourner vers le marxisme. Fidel Castro, quant à lui, est cubain. Il a fait des études de droit et a d'abord été nationaliste avant de se tourner vers le marxisme. Rappelons que la révolution cubaine, c'est la participation des masses populaires avec les CDR, Comités de défense de la Révolution. En fait, en quelque sorte, c'est les soviets cubains. Et la lutte contre l'impérialisme américain. Ainsi, là où pour Fidel Castro, le patriotisme a eu un potentiel socialisant ayant par la suite fait de lui un véritable marxiste, Che Guevara, lui, en bon marxiste, n'hésitait pas, en bon internationaliste qu'il était et a toujours été, à clamer bien haut et fort la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je répète, ainsi, là où pour Fidel Castro, le patriotisme a eu un potentiel socialisant, ayant par la suite fait de lui un véritable marxiste, Che Guevara, lui, en bon marxiste, n'hésitait pas, en bon internationaliste qu'il était, et a toujours été, à clamer bien haut et fort, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Enfin, abordons Thomas Sankara, grand dirigeant marxiste du Burkina Faso. Profondément intègre et vertueux, Sankara incarne un mélange entre la vertu civique d'un Maximilien de Robespierre, homme profondément intègre et vertueux, Sankara incarne un mélange entre Maximilien Robespierre, pour ce qui est de la vertu civique,
Désolé, il y a des coquilles dans le texte. Homme profondément intègre et vertueux, Sankara incarne un mélange entre un Maximilien Robespierre pour ce qui est de la vertu civique et un Che Guevara pour son engagement marxiste anti-impérialiste. En somme, un mixte de Che Guevara et de Robespierre, sauce africaine, qui, comme le Che par... Sankara, rappelons-le, qui, comme le Che, je disais, ouais. En somme, un mix de Che Guevara et de Robespierre, sauce africaine. Sankara, rappelons-le, qui, comme le Che, reprenait par ailleurs haut et fort pour slogan et mot d'ordre « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Sankara, rappelons-le, qui, comme le Che, reprenait par ailleurs haut et fort pour slogan et mot d'ordre « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Dans la pratique, l'action du capitaine Thomas Sankara fut remarquable. À titre d'exemple de ces réussites, on peut citer la lutte contre l'analphabétisme, les campagnes de vaccination de la population et la baisse de la mortalité infantile, le droit à l'instruction et à la santé avec la construction massive d'écoles et d'hôpitaux, la lutte pour la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, le refus de la dette et de la soumission au FMI, le développement de l'indépendance de l'économie burkinabé, le développement de l'indépendance économique burkinabé, la lutte contre la corruption, la protection de l'environnement avec une politique de lutte contre la déforestation, ou encore l'émancipation des femmes par l'interdiction des excisions et des mariages forcés. Homme incarnant la rigueur et la simplicité, Sankara roulait dans une petite Renault 5 et interdisait à ses ministres les voitures de luxe. Sankara roulait dans une petite Renault 5 et interdisait à ses ministres les voitures de luxe. Thomas Sankara a également mis en place des assemblées, les CDR, sur le modèle d'assemblée analogue à celle de la démocratie socialiste cubaine, permettant ainsi la participation concrète des masses populaires à l'édification du socialisme. Il n'est donc pas étonnant que ce faisant, une gauche qui abandonne la nation crache autant sur Jaurès que sur le Che et Sankara. Et donc crache tout simplement autant sur l'histoire que sur l'avenir du mouvement ouvrier. Il n'est pas étonnant que ce faisant, une gauche qui abandonne la nation crache autant sur Jaurès que sur le Che et Sankara, et donc crache tout simplement autant sur l'histoire que sur l'avenir du mouvement ouvrier. En abordant l'indépendance nationale, la gauche a fini par abandonner république, démocratie, laïcité et lutte des classes. En abandonnant l'indépendance nationale, la gauche a fini par abandonner république, démocratie, laïcité et lutte des classes. Cette même gauche a fini par privilégier des questions sociétales identitaires et des modes petites bourgeoises à prétention progressiste en réalité complètement hors sol, à des questions économiques et sociales concernant pourtant l'amélioration concrète du sort des classes populaires. De ce fait, il est tout à fait logique
d'en déduire que cette gauche-là préfère largement la dictature des minorités à la dictature du prolétariat. Pourquoi ? Probablement parce que pour partie, à minima pour des cadres et militants relativement informés, elle sait bien, sans forcément oser l'avouer, que sans la souveraineté nationale, elle n'a aucun véritable levier d'action sur les questions économiques. Donc tant qu'elle s'est volontairement privée de la dite souveraineté en devenant eurocollaborationniste et de ce fait profondément atlantiste. Donc si vous voulez sincèrement sauver nos services publics et nos acquis sociaux, si vous voulez lutter contre la misère et l'exploitation, il est évident que ce n'est pas avec les sociotraîtres eurocollaborationnistes et les hippies bobos libertaires que vous y arriverez, mais simplement en voyant dans le socialisme et le communisme la nécessaire continuité du patriotisme et de l'idéal républicain. Or, dans la logique d'un patriotisme et d'un républicanisme honnête, doivent logiquement s'imposer en deux étapes le constat suivant. Or, dans la logique d'un patriotisme et d'un républicanisme honnête et sincère, doivent logiquement s'imposer en deux étapes le constat suivant. 1. Il nous faut reconquérir l'indépendance nationale, en sortant de l'UE, de l'euro et de l'OTAN. La sortie de ces institutions supranationales étant la condition nécessaire pour retrouver une véritable démocratie, défendre nos emplois et nos services publics. 2. Il nous faut ensuite consolider la souveraineté du peuple et de la nation en luttant contre la bourgeoisie, cette classe de traîtres à la nation, et donc mettre en pièces le système capitaliste et œuvrer en conséquence à l'édification du socialisme dans notre pays. À cela ajoutons que l'idée de communisme mondial ne s'autoproclame pas, ni ne se réalise pas d'un coup de baguette magique, et encore moins avec une confusion étrange entre internationalisme et sans frontiérisme. À cela, ajoutons que l'idée de communisme mondial ne s'autoproclame pas, ni ne se réalise pas d'un coup de baguette magique. Et encore moins avec une confusion étrange entre internationalisme et sans frontiérisme, soit entre internationalisme prolétarien et mondialisation néolibérale. L'internationalisme n'est pas la négation des nations, mais la solidarité internationale des travailleurs. Par ailleurs, l'internationalisme suppose l'existence des nations, puisque dans internationalisme, il y a le mot nation. Ainsi, l'internationalisme n'est pas un vulgaire antinationalisme. Internationalisme signifiant littéralement entre les nations et non contre les nations. Ainsi, l'internationalisme n'est pas un vulgaire antinationalisme. Internationalisme signifiant littéralement entre les nations et non contre les nations. D'autant que plus concrètement, le processus d'édification socialiste-communiste n'est pas instantané. Il passe par des étapes nécessaires, à savoir d'abord l'édification du socialisme dans son pays, et ensuite son extension à l'échelle internationale. Pays par pays, car c'est de la responsabilité des peuples de chacun des pays concernés de construire son socialisme selon ses conditions spécifiques. Selon les conditions spécifiques de son pays, et les aspirations de son peuple. Pays par pays, car c'est de la responsabilité des peuples de chacun des pays concernés de construire leur socialisme selon les conditions spécifiques de leur pays et les aspirations de leur peuple. Encore des coquilles. Pays par pays, car c'est de la responsabilité des peuples de chacun des pays concernés de construire leur socialisme selon les conditions spécifiques de leur pays et les aspirations de leur peuple. Nous ne pouvons, en tant que communistes français, réaliser le socialisme d'autres pays à la place des peuples de ces pays. Ou nous ne pouvons, en tant que communistes français, réaliser le socialisme d'autres pays à la place des peuples de ces pays. Une dernière chose pour tous ceux qui accuseraient les socialistes et communistes souverainistes d'être de vils fachos déguisés en gauchos. J'en ai strictement rien à fiche de la gauche.
Si historiquement il y a bien en principe une gauche et une droite, il faut se rendre compte de 3 choses quant au clivage gauche-droite. Primo, il faut voir la gueule de la gauche actuelle pour se rendre compte de la vacuité de la pertinence du clivage gauche-droite en termes de catégorie d'analyse politique aujourd'hui. Secondo, le clivage gauche-droite date de la Révolution française. Or, réduire la multitude des courants de pensée politiques qui se sont développés sur une période de près de 2 siècles d'histoire à la simple binarité gauche-droite est dans les faits particulièrement absurde. En effet, ni la gauche ni la droite ne peuvent être considérées comme des catégories politiques absolues ou comme des blocs monolithiques, mais seulement comme des tendances relatives dans un contexte politique historique donné. Mais seulement comme des tendances relatives dans un contexte politique historique donné. En effet, ni la gauche ni la droite ne peuvent être sérieusement considérées comme des catégories politiques absolues ou comme des blocs monolithiques, mais seulement comme des tendances relatives dans un contexte politique historique donné. Et tertio, le résultat concret de l'identification des uns et des autres à la gauche ou à la droite conduit systématiquement à un même suivisme d'unité de la gauche ou d'unité de la droite. Et tertio, le résultat concret de l'identification des uns et des autres à la gauche ou à la droite conduit systématiquement à un même suivisme d'unité de la gauche ou d'unité de la droite qui, dans les deux cas, signifie le ralliement aux mêmes politiques libérales et antipopulaires. Ainsi, par suivisme entre guillemets progressiste de gauche ou par esprit d'union de la gauche, cette dernière se ralliera à une gauche libérale qui fera peu ou prou la même politique économique que la droite qu'elle prétend combattre par progrès. Qu'elle prétend combattre. Ainsi, par suivisme progressiste de gauche ou par esprit d'union de la gauche, cette dernière se ralliera à une gauche libérale qui fera peu ou prou la même politique économique que la droite qu'elle prétend combattre, tout en se réclamant du progressisme ou de l'état d'esprit d'unité de la gauche. Ou en se réclamant de l'unité de la gauche. Or, je ne suis pas là pour défendre la gauche, mais la classe ouvrière. Qu'il s'agisse de la gauche libérale libertaire, de la droite libérale ou de la droite réactionnaire, ces gens-là défendent fondamentalement les mêmes intérêts de classe. Nous avons en réalité aujourd'hui affaire à une majorité de politiciens de gauche comme de droite qui sont quasiment tous. Nous avons en réalité aujourd'hui affaire à une majorité de politiciens de gauche comme de droite qui, quasiment tous, en bons euro-atlantistes, en bons néolibéraux, se moquent royalement des intérêts de la France ou des droits des travailleurs. En réalité, tout ce qui les intéresse se résume à 2 choses, leur carrière politique et leurs privilèges de classe.
Leurs intérêts de bourgeois est l'essentiel de leurs convictions. Les étiquettes politiques de gauchistes ou de droitards tenant généralement plus de théâtre, d'une farce grotesque et tragicomique qu'autre chose. Les engagements de cette classe politique tenant généralement plus du frivole et de l'hypocrisie, les engagements de cette classe politique tenant généralement plus du frivole et de l'hypocrisie la plus éhontée que de la sincérité et du sérieux. Cette bourgeoisie est l'ennemi de la République et de ses valeurs, de la France comme des travailleurs et de leurs acquis sociaux. On pourrait même désigner l'essentiel de la classe politique actuelle comme formant un parti unique, le PMU, le Parti maastrichtien unique. En vérité, un vrai communiste doit tout simplement combattre la bourgeoisie en tant que classe, et ce, qu'elle porte sur elle l'étiquette de gauche ou de droite. Et ce, qu'elle porte sur elle l'étiquette de gauche comme de droite. Sur ce, raison, égalité, solidarité, nous vaincrons. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Ciao!